Voici de retour sur ce plateau pour parler du cas des migrants entrés au Bercail volontairement depuis hier. Ils sont 173 aidés par le gouvernement à revenir dans leur pays d'origine. Ils étaient coincés en Tunisie où ils rêvaient justement de passer la mer et de se retrouver en Occident pour une meilleure vie. On va parler un peu de ce qui pourrait suivre ce retour au Bercail et comment cela pourrait se passer. William, bonjour. Franck, bonjour. Eric, Eric n'est pas encore là. Ulrich, bonjour. Allez, d'abord, l'action du gouvernement qui décide d'aider ses concitoyens à rentrer chez eux. Des concitoyens partis volontairement de chez eux, qui ont choisi aussi de revenir volontairement chez eux. Franck, réaction? Bonne option? Je suis surpris que vous ayez ajouté volontairement. Parce que quand ça se passe comme ça, le pays, enfin au niveau duquel vous êtes bloqué, lui se trouve dans l'obligation de vous rassembler, de vous rapatrier chez vous. Ouais. Donc ça n'a pas de, il n'y a pas de volonté qui soit possible là. Une fois que vous échouez dans votre quête de rallier l'Europe ou quelque part dans un autre pays là-bas, en tout cas, vous êtes rapatrié chez vous et c'est ce qui a été fait. Moi, je pense que leur retour, malgré les quelques pertes en vies humaines qu'on pourrait déplorer, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y en a qui vont en aventure comme ça et qu'on ne retrouve plus jamais. On ne les retrouve plus parce qu'ils sont morts soit dans la mer, soit ils sont en tout cas introuvables dans le monde et même les parents après n'arrivent pas à les repérer. Je pense que nos compatriotes qui sont rentrés, c'est un signal fort à ceux-là qui sont toujours candidats à cette aventure-là pour leur dire, écoutez, lorsque les conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas se jeter dans une aventure comme celle-là, qui est une aventure ambiguë, parce que vous ne savez même pas, disons, la trajectoire que vous empruntez. Les gens vous rassurent que tout va se passer bien. La vie est une loterie. Donc, non, voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la vie est une loterie. Il faut construire chaque étape de sa vie. Et lorsqu'on veut construire chaque étape de sa vie, on ne peut pas s'asseoir un matin pour dire, bon, je rassemble deux rayons là dans ma garde-robe et je dis, bon, je m'envole enfin, je m'en vais en aventure, je vais en Europe pour trouver une vie meilleure. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent. C'est vrai qu'il y a des conditions qui vous contraignent à prendre des décisions parfois un peu dures contre vous-même, des décisions qui, à la limite, ne vous arrangent en rien, mais on dit, on va tenter. Et donc, je pense que c'est un signal fort, comme je le disais, pour dire à ceux-là, écoutez, c'est vrai, c'est dur au pays, c'est dur, les conditions de vie ne sont pas agréables, c'est difficile, mais il faut toujours tenter quelque chose ici pour s'en sortir. Non, on a tout tenté, justement. C'est parce qu'on a tout tenté et qu'il n'y a pas vraiment une solution visible et d'espoir qui se décide parfois à partir. Vos collègues universitaires vous diront qu'il y a toujours une solution quelque part. Il y a toujours une solution qu'il faut aller trouver pour essayer de reconstruire sa vie. On a vu des gens qui sont partis de zéro, qui sont partis de nulle part, qui sont partis de rien et qui aujourd'hui sont cités en exemple en matière de créativité, en matière de création d'emplois et d'auto-emploi. Je pense que c'est des exemples qu'il faut suivre au lieu de se jeter dans une aventure où vous êtes candidat certain à une mort. Et je pense que c'est entre les deux. Moi, je préfère rester ici, galérer un peu, trouver le moyen de m'en sortir. William, ils ont été rapatriés. C'est un bon choix, ça? C'est une obligation pour l'État béninois. Vous savez, pour un seul citoyen, un État doit pouvoir mettre les moyens qu'il faut pour sa protection, où qu'il se trouve. Et ne l'oubliez pas, le gouvernement béninois, oui, a eu une volonté, mais avec la très grosse facilité, l'appui très essentiel de l'organisation internationale de migration. Je crois bien cette agence des Nations Unies, l'OIM, qui est spécialisée sur la question. Donc, les parties se sont comprises et ont convenu d'aider ces Béninois à revenir au pays. C'est une bonne chose. Ici, c'est chez eux. En langue, nous avons
des dictons qui nous aident à nous situer par rapport à des situations comme celle-là. C'est-à-dire, on peut se tromper de chemin pour un endroit où on va, mais on peut perdre de vue sa destination, mais on n'oublie jamais. Mais on n'oublie jamais d'où est-ce qu'on est parti. Je crois que c'est ça qu'il y a à l'esprit de ces Béninois qui ont accepté de revenir au pays, qui étaient contraints à la limite à un moment donné, et aussi, surtout à l'État béninois et à l'OIM qui se sont entendus pour faciliter le retour à ces personnes. Mais ce qu'il ne faut pas laisser dire ou faire croire aux gens, c'est que ce sont des gens qui n'avaient plus d'issue. Quelqu'un qui a rassemblé 1 500 000 francs CFA par les temps qui courent au Bénin pour se préparer une aventure. Vous ne savez pas pendant combien de temps, hein? Même si c'est pendant 10 siècles, si vous y êtes parvenu, vous savez que des Béninois ont vécu 80 ans sans toucher le dixième de ce montant. Des Béninois sur le sol béninois, en périphérie urbaine ou en milieu rural, ont vécu toute leur vie sans toucher 150 000 francs. Donc, ne me dites pas que quelqu'un qui a pu réunir, ne serait-ce que par des économies ou, je sais pas... ça me rappelle, c'est une parenthèse, ça me rappelle, quand j'étais tout nouvellement venu au campus, il y avait parmi nous un jeune qui avait reçu son secours, ça doit faire 132 000. Oui. Il avait tellement peur de rentrer. C'est vrai. Jamais il n'a touché ça. Parce qu'il avait peur d'être braqué. Justement. Et à l'époque, bon, à votre époque, ce n'était pas encore bancarisé. Non, à votre époque, c'était à mer. Voilà. Donc c'était une époque pendant laquelle les chats, chiens, les états-majors de tous les noms, là, ils se permettaient de tabasser des gens, justement derrière la blessure et dans les encablures. Donc, en fait, il y a des gens qui n'ont jamais touché ça de leur vie. Quand vous y êtes parvenu, quand vous avez pu réunir ça, je ne suis pas de ceux qui pensent que vous êtes les plus disséteux du peuple, du pays. Vous êtes à même de prendre la voie de la Méditerranée. C'est une option, c'est un choix, c'est une aventure. C'est-à-dire, ils se disent c'est un risque qui est assez grand et qui peut payer à la hauteur du risque. Mais ne me dites pas que ce sont des... Quelqu'un qui a échappé à un naufrage en 2013... et qui, en 2024, reprend la route de la Méditerranée. Est-ce que c'était si affreux que ça, cette fameuse aventure en mer? Non, je ne pense pas. Donc, parlons de leur politique de réintégration comme notre sujet l'intitule, mais ne disons pas que ce sont des nécessités. On va en parler tout à l'heure, mais déjà constatons qu'ils sont revenus au Bercail. Il faut se demander si c'est une meilleure option, en tout cas, du gouvernement de les faire revenir. En tout cas, le gouvernement n'a pas le choix. Il doit faire revenir ces migrants, mais est-ce que, quand on sait qu'ils sont têtus, vous l'aviez dit, quelqu'un est parti en 2013, il est reparti en 2024, 2023, quand on sait qu'ils sont têtus, quand on sait qu'ils sont déterminés parfois, quand on sait qu'ils y mettent tout, ils y jettent tout pour y aller, est-ce que c'est vraiment une bonne option de les faire revenir? Est-ce qu'on les replace pas sur la ligne de départ pour engager à nouveau la course, Ulrich? Votre question me fait un peu sourire, les replacer sur la ligne de départ. Non, il faut simplement dire que déjà, le fait de les ramener au Bercail, c'est l'une des options, et du moins l'option la plus idoine qui puisse se présenter à l'État, puisque, qu'on le veuille ou non, ce sont des citoyens béninois, ce sont des compatriotes, et l'État a le devoir de les protéger, si possible même, malgré eux. Donc, le véritable travail à faire là, tout de suite, c'est vrai qu'on les a ramenés, mais c'est maintenant que commence le véritable l'exercice qu'il faut pour pouvoir changer la donne. Il ne suffit pas d'aller les chercher, de les ramener au Bercail, comme vous l'avez dit, les replacer sur la ligne de départ pour qu'ils reprennent l'aventure. Non, mais maintenant qu'ils sont au pays, veillez à ce que ces jeunes-là comprennent un peu, travailler autour d'eux. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a un travail psychologique à faire. Des gens qui ont vécu des drames en mer, qu'on le veuille ou non, ils doivent ressentir quelque chose qui soit différent de ce que les autres, ceux qui n'ont pas vécu cette expérience-là, peuvent vivre. L'autre chose encore, quand on les prend aujourd'hui avec leur détermination à toujours prendre le risque d'aller braver leur vie, d'aller braver l'océan, la Méditerranée, pour pouvoir survivre, chercher un lopin de terre, un havre de paix qu'on fait miroiter, alors que même en Occident, il y a des Blancs qui sont là, à quémander de l'argent. Il y a beaucoup de mendiants blancs, et on pense que c'est là-bas qu'il y a il y a de l'or, il y a tout ce qu'il y a de beau, et tout ça. Non, il faut que, justement, c'est ce travail-là qui doit être fait maintenant. C'est vrai qu'entre-temps,
on ne sentait pas vraiment la sensibilisation à ce niveau. Parce que chaque fois qu'on entendait qu'il y a des embarcations qui ont chaviré en Méditerranée, très souvent, il y avait très peu de Béninois, ou du moins pas du tout. Aujourd'hui, regardez le nombre, c'est-à-dire qu'on estime que à un moment donné, que les autres essais, il y a des difficultés, mais certains quand même arrivent à bon port. Il suffit seulement de traverser. Ce sont des gens qui sont dotés d'une détermination farouche, et c'est là que tout le travail va se faire au niveau du gouvernement. Il faut les accompagner psychologiquement et moralement. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que ils sont non seulement un danger pour eux-mêmes, mais un danger pour leur famille. Parce que regardez les familles éplorées, par exemple, aujourd'hui. Peut-être que les familles n'étaient même pas au courant. Et après, on va leur dire simplement, oui, votre fils a tenté l'aventure, voilà, maintenant, on ne peut pas le ramener, tout simplement parce que il a échoué dans la Méditerranée. Donc, c'est bien que le gouvernement ait rapatrié ces Béninois, mais maintenant, il faut les suivre. Non seulement les suivre eux, mais aussi travailler dans la communauté, de sorte à ce que les gens comprennent que c'est un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris. Eric, bonjour. Bonjour. On se demandait si cela valait la peine de les faire revenir. Absolument, c'était un devoir pour l'État, après l'annonce de ce naufrage qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes, d'organiser ce voyage retour pour ceux d'entre eux qui, de façon volontaire, n'est-ce pas, ont manifesté le désir de rentrer au pays. Et je pense que après ce geste de retour qui est fait à l'endroit de nos concitoyens et qui sont en Tunisie, je pense qu'il faut demander aussi à l'État d'organiser des voyages retour de ce genre dans d'autres pays. Le Maroc, où on utilise également pour aller en Espagne, la Libye, que nous connaissons comme étant aujourd'hui aussi un carrefour de ce phénomène. Et donc, un peu partout, l'État peut continuer dans cette logique d'informer les concitoyens qui sont un peu partout dans ces pays. S'ils désirent, bien entendu, rentrer au pays, l'État peut, bien entendu, organiser cela pour qu'ils puissent faire le retour. Et ça, c'est très important parce que vous en avez qui, quand bien même, avec beaucoup de chance, arrivent à rejoindre ces pays, ils se rendent à l'évidence que là-bas non plus n'est pas si beau que ça. Et le retour, ils sont coincés. Ils ne pouvons plus prendre le même risque de l'aller. Ils sont obligés donc de se retrouver coincés dans ces pays. Et parfois, c'est là ils sont obligés de se retrouver dans des activités qui ne sont pas du tout saines au niveau de ce pays. Donc il y a toujours un besoin, si l'État peut continuer dans ce sens, à informer davantage les concitoyens qui sont dans ces pays, qui manifestent le désir de rentrer. Mais là-dessus, nous sommes d'accord, le tout ne suffit pas de faire un rapatriement. C'est bien que ces concitoyens puissent toucher le sol de leurs ancêtres. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ils sont à la maison, ils sont chez eux. Ça va être très compliqué pour l'État si jusqu'après la pose de l'avion à l'aéroport et les bus qui vont peut-être se charger de convoyer ces citoyens dans leur famille et que la mission de l'État s'arrêtait là, le risque que d'ici 1 an, 2 ans, que ces mêmes personnes se retrouvent encore dans les mêmes embarcations de fortune pour l'Occident, va se retrouver là. Donc je pense qu'il y a forcément un besoin de continuer dans cette logique par occuper véritablement ces jeunes dans le pays. Qu'est-ce que l'État peut faire? Oui, on peut de façon symbolique. D'ici 2-3 ans, cette même personne reprenne les mêmes risques. On peut déjà, de façon symbolique, pour l'effectif qui est rentré, essayer de voir le profil, dans quel genre de secteur on peut les insérer. Nous avons aujourd'hui la GDIZ qui peut employer des manœuvres. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chantiers dans le pays. Le gars rêve d'un boulot avec cravate. Non, mais avec une valise et des voitures. Mais quand ils vont en Occident, c'est pas un boulot de cravate qui... Oui, mais là-bas, c'est loin de regarder la famille et des parents qui peuvent se moquer d'eux. Quand ils vont en Occident, c'est pas un boulot... C'est pas un boulot de régulariser cette situation. C'est pas un boulot de cravate non plus. Quand vous les voyez en Occident, ils sont prêts à tout. Cuisiniers, gardiens, ils sont prêts à tout, véritablement. Donc je pense que nous avons aujourd'hui beaucoup de chantiers dans le pays. On peut voir avec ces sociétés comment, de façon symbolique, on peut insérer ces jeunes. Il y a la zone de Sémé également. Je pense que les idées ne vont pas manquer, si tant est que l'objectif est de faire en sorte que ces jeunes d'ici 12 ans ne reprennent pas les mêmes risques. Non, l'État a un devoir
grand devoir de pouvoir trouver des solutions aux maux dont souffrent ces jeunes-là, parce qu'ils souffrent effectivement. Ils ont besoin de boulot, ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille. Parce que des jeunes qui se lèvent et qui voient par exemple leurs parents alités, qui ont besoin de soins, mais qui sont incapables d'apporter, de leur donner les moyens pour aller se soigner, il y a de quoi faire passer mille et une idées dans sa petite tête pour se dire mais où est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il faut voler, est-ce qu'il faut faire ci, et on choisit d'aller en aventure. C'est vrai que c'est une décision, c'est un choix parfois périlleux. Moi je pense que il faut que l'État crée les conditions pour permettre à ces jeunes de pouvoir obtenir l'emploi, parce que parmi eux il y a même il y en a qui ont des diplômes, qui ont envie d'exercer un métier, mais face à la maigreur des moyens qu'ils ont, ils n'y arrivent pas. Mais le plus important, c'est de pouvoir eux aussi explorer toutes les pistes possibles pour créer un emploi. William l'a si bien dit, si vous avez pu réunir, même si c'est au bout de 5 ans, 1 500 000 francs, je pense que même avec 500 000 francs aujourd'hui, vous avez la possibilité de créer un emploi. Le Béninois... Ne parlez pas comme ces coachs qui disent entreprendre à 0 francs. Non, non, moi je ne suis pas... C'est un leurre et un violent mensonge qu'il ne faut surtout pas écouter. Alors, vraie psychologique. Oui, à 0 francs, on ne peut rien entreprendre. Quelqu'un a dit qu'ils sont capables de dire qu'ils ont commencé des commerces d'Atassi avec 3 grains de riz. Oui, c'est possible. Que même depuis le ventre de leur maman, ils ont commencé à négocier des partenariats. À Beaumenti qui vient de loin. On ne sait pas d'où est-ce ils ont commencé. On n'a aucune preuve de comment ils ont commencé. Il y a toujours un coup de pouce quelque part. Pour la plupart, ces coachs n'ont pas d'entreprise. Ils coachent d'autres à avoir des entreprises. Eux, ils sont dans le coaching. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'entreprise. Voilà, et donc moi je pense que Grodjigbe est là, il y a un hôpital qui est en construction à Boumé-Calavi, dans le secteur... Ah non, il y a j'ai vu un communiqué passer où on est en train de recruter des gens. Ce sont des profils, tu n'avais pas des gens qui désespèrent, ce sont des profils. Non, parmi ceux-là, il y a des gens qui sont sortis des universités. Si vous fouillez bien, il y en a qui ont des diplômes qui peuvent servir là-bas. C'est que parfois, dans la tête du jeune béninois, on se dit, le boulot qu'on me propose là, c'est un peu avilissant pour moi. Vous pouvez commencer par là et après créer d'autres opportunités ou saisir d'autres opportunités. Donc pour ces jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas d'emploi, c'est de commencer par faire de petites choses. Et ceux qui ont des diplômes, qui veulent un emploi, c'est de commencer par fouiller, de bien s'informer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Vous voyez sur TikTok, les jeunes, ce qu'ils font, c'est merveilleux. Vous voyez, ils commencent avec 2-3 friperies, mais après, c'est des magasins qu'ils gèrent. C'est possible avec 500 000. Avec 500 000, vous avez des balles de friperie, vous en vendez. Je vois des jeunes devant Canal 3 qui restent debout du matin au soir. Ce n'est pas que ceux-là ne veulent pas aller en Occident, ne veulent pas aller en Espagne, ne veulent pas aller en France ou aux États-Unis, mais ils savent qu'en faisant cela, vous les voyez 2-3 jours. Regardez, prenez le cas des Nigériens qui viennent chez nous, des Ghanéens. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule chose, mais qu'ils soient Ghanéens sur le territoire national. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à cause de la crise qui sévissait au Ghana, ils ont migré vers le Bénin. Ils se sont trouvés ce job-là, ils ciraient nos tapettes, ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Nous pouvons acheter des sirènes. Vous pensez que ce discours, on leur a pas tenu ça avant qu'ils prennent la route? C'est pas nouveau ce que vous leur dites là. Lorsque vous leur tenez ce discours-là, ils trouvent que c'est un discours creux. Ils ne croient pas en cela. Maintenant, vous reprenez alors qu'ils ont buté contre le ils sont revenus et vous leur reprenez le même discours. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils auront une oreille pour ça? C'est la question. Est-ce que véritablement, ce sont des gens qu'on peut réellement récupérer? Ceux-là qui sont rentrés, ceux-là qui ont pris ce risque-là, même si volontairement, ils ont choisi de revenir. Alors, avant le riche, ils ont vu mourir leurs concitoyens, ceux avec qui ils ont commencé l'aventure. Oui. Ils ont vu des gens qui sont tombés à l'eau, qui ne savaient pas nager et qui ont péri dans la Méditerranée. Ça, c'est un exemple. Il faut leur dire cela. Lorsque vous n'avez pas véritablement réuni tous les moyens pour accomplir une entreprise, c'est que vous restez chez vous et vous cherchez les moyens. Si 10 ont pris des embarcations de fortune et qu'une seule personne
a pu franchir les côtes, je sais pas, italiennes ou espagnoles, des gens sont capables, malgré même avoir vu 9 cadavres, des gens sont capables de trouver que eux, ils pourraient potentiellement être le 10e qui pourrait partir. Ou même, pire, il y en a parmi eux qui pourraient voir 10 périr totalement dans une embarcation de fortune et se dire, si par le passé des gens ont pu partir, même si tous ils sont morts devant moi là, un jour moi je pourrais partir aussi. Et c'est en cela. C'est plus simple, hein? Chacun a son destin. Justement, et voilà, et que ils n'ont pas le même sort, que c'est sûr que Dieu ne leur a pas réservé une mort par noyade en Méditerranée. Vous voyez, moi je pense que plutôt cette détermination doit être utile ailleurs. Parce que Franck évoque par exemple le cas de ceux qui n'ont pas pu prospérer parce qu'ils n'ont pas eu d'emploi ou des questions comme ça. Il y en a peut-être qui reviennent d'une banqueroute, qui reviennent d'une idée d'entreprise qui a chuté ou d'un emploi UP perdu, des privilèges conséquents perdus et qui n'en revenaient pas ou qui ont envie d'aller vraiment loin des regards. Peut-être à Abidjan ce n'est pas favorable, Lomé ça ressemble trop à Cotonou, au Ghana, à Accra on parle anglais et quand ils analysent, ils font plutôt l'option de changer de cap, l'option de changer carrément, de passer outre-tropique et d'être, de se faire une autre. J'avais donné la parole à Ulrich. Oui, pour que Ulrich prenne la parole. En fait, cette détermination, moi je pense que avec l'éducation, l'entourage et le suivi social et psychologique il faut leur remettre cette détermination-là qu'ils ont perdu au pays, dans d'autres activités ici au pays, de sorte à ce qu'ils puissent l'utiliser pour se faire un nom au pays et ne pas trouver que la solution est forcément outre-Méditerranée. Vous savez, dire tout de suite qu'il faut simplement leur parler pour changer la donne, c'est faux. Ça ne marchera pas. C'est pour cela que je parlais de spécialistes en la matière. Vous savez, là où ils sont avec une détermination farouche. Ce sont des jeunes qui n'ont qu'une seule logique, qui ne risquent rien, n'a rien. Et c'est cette logique-là qui reste leur cheval de bataille, leur leitmotiv. Ils sont campés sur cette position et ils sont déterminés à avoir le résultat. Ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer aujourd'hui par déconstruire ce mental-là pour pouvoir les reformater. Et la seconde option aussi, c'est qu'il faut leur faire miroiter beaucoup d'autres choses. Il faut leur faire voir beaucoup de choses, leur faire constater beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'ils ont vu aujourd'hui d'autres collègues ou d'autres amis, des amis à eux, des camarades, des compagnons de route, d'infortune tomber à l'eau. Mais il y a aussi beaucoup d'autres dangers, justement, dans ce schéma-là. Il y a le trafic de marché noir qui est également sur cette voie-là. Vous voyez des gens qui leur font miroiter la traversée en mer, mais derrière tout ça, c'est parfois des crimes. Derrière tout ça, c'est les marchés d'organes. Derrière tout ça, c'est des marchés noirs, de traite humaine. C'est tellement de dangers qu'ils vivent au quotidien et c'est seulement ceux qui arrivent à peut-être franchir toutes ces barrières qui s'en sortent. Et quand une seule personne s'en sort, c'est ça justement. Il faut déconstruire. Et quand vous prenez des professionnels qui les récupèrent, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de dire, bon, vous êtes revenus, on va essayer de vous trouver quelque chose, mettez-vous là, on va vous trouver un emploi et tout ça. Non! Il faut les accompagner psychologiquement. Parce que tout va se jouer dans la psychologie. Et en même temps qu'on doit les accompagner, il faut savoir travailler maintenant sur toute la jeunesse béninoise. Parce que, oui, aujourd'hui, le schéma est déjà montré. Le chemin est montré. Et déjà, beaucoup vont se dire, bon, eux, peut-être qu'ils n'ont pas assez de chance, c'est pour ça qu'ils ont échoué. Moi, j'ai une meilleure formule. Quelqu'un m'a proposé une voie plus sûre. Et très souvent, ce sont des gens qui se renseignent. Ils ont des contacts qui vont vous dire non, par où les autres ont pris la dernière fois, ce n'était pas la meilleure voie. Et s'ils avaient pris par-ci et ceux-là aussi voudront tenter. Donc je pense que c'est un travail qu'il faut faire maintenant au sein de la jeunesse béninoise. Travailler pas seulement avec ceux qui sont venus, mais avec toute la jeunesse béninoise, leur montrer comment travailler ici au Bénin pour pouvoir aller de l'avant.
il y a sans doute une forme d'obsession pour ces jeunes. L'ailleurs, c'est la meilleure des choses. Et c'est pour ça qu'il faut éviter que ces jeunes retrouvent le cocon familial de sitôt. Je pense que l'État peut trouver un centre où on peut les garder, ne serait-ce que pour quelques jours, des séances d'échange B2B avec chaque jeune, chaque personne, pouvoir les suivre, les écouter, pour même raconter un peu comment ça s'est passé du pays jusqu'en Tunisie et tout ça. Et essayer de voir justement, leur histoire. Essayer de voir comment est-ce qu'il faut les orienter. Et peut-être c'est à ce moment qu'il faut aussi déconstruire l'expérience du risque. Voilà. Comment ils se sont retrouvés, comment ils se sont retrouvés dans ce genre de situation et voir comment il faut que des dauphins périssent sur le lac Nokoué, bien qu'ils soient des dieux de l'eau et pour une raison ou une autre, ils périssent. Et voir ensuite comment il faut les orienter. Mais je pense que quand on cherche quelque chose, que ça soit ici ou ailleurs, et que finalement on vous offre une deuxième chance, qui est donc le retour au pays, on peut espérer que dans l'esprit de la personne, il y a encore un peu d'espoir qu'on puisse, n'est-ce pas, le récupérer. Parce que le retour n'a pas été rendu obligatoire par l'État. Le communiqué a fait savoir que les citoyens qui se retrouvent dans ce pays et qui désirent de façon volontaire rentrer au pays, eh bien, l'État a mobilisé des vols pour le retour. Donc, la décision qu'eux-mêmes ils ont prise déjà depuis là-bas de rentrer au pays, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus que là où ils sont, dans une certaine mesure, l'idée de départ n'est pas ce qu'ils ont retrouvé là-bas. Donc, pour eux, il faut revenir et repartir à zéro. Et donc, je pense qu'on peut déjà espérer que ces jeunes, pour avoir déjà pris la décision de rentrer, étaient déjà prêts, étaient déjà convaincus que là-bas, finalement, ils se sont trompés et leur retour au pays est comme une deuxième chance pour pouvoir repartir à zéro. Donc, je pense qu'on peut compter sur ça pour davantage les orienter, n'est-ce pas, sur des activités. Qui leur parle? Je pense que nous avons des services au niveau du ministère des Affaires sociales. Il y a des spécialistes dans la question et il y a des psychologues, il y a des psychologues qui peuvent les accompagner. Non, en fait, non. Oui, les coachs en développement personnel peuvent le faire, mais tout de suite, ils ont besoin de psychologues. Ça, c'est très important parce qu'on doit les écouter. Écouter leur histoire. Qu'est-ce qui les a motivés? Pour pouvoir déconstruire l'idée de quelqu'un, il faut d'abord chercher à savoir. Ils ont tous un point commun, la recherche du bonheur. Mais ils y sont partis de différentes manières. Chacun a son histoire personnelle, ce qui l'a poussé personnellement à y aller. Et c'est en l'écoutant qu'on peut l'aider à déconstruire ou à reformuler justement son désir. Dans ça, on peut avoir des réponses. Oui. Je me suis endetté. Est-ce que exactement. William disait, entreprise, oui, j'ai créé une entreprise. On m'a tourné à rond, ça n'a pas marché. Voilà, donc je pense que oui, mais face à ce cas, qu'est-ce que l'État fait? Celui qui dit que je me suis endetté et je ne pourrais plus rembourser les 3 millions. Ah d'accord. C'est là-bas que vous sinon moi je prendrais la route tout de suite parce qu'il y a beaucoup de dettes. Il faut quelqu'un pour m'aider à les rembourser. Non, l'État peut se montrer solidaire. Nous parlons d'une situation assez grave, assez dramatique. Dans ce genre de situation, l'État peut se montrer solidaire, justement. Oui, mais si l'État estime que pour la survie de ses concitoyens, à les éviter ces genres d'embarcations et que pour l'effectif qui est rentré, il y en a dont la situation est très 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 critique, l'État peut être regardant dans la vie de ces personnes et essayer de leur redonner une seconde chance. Si l'État le fait, ce n'est pas... L'avantage encore avec ces jeunes-là qui ont été rapatriés, c'est qu'on peut les utiliser pour mieux sensibiliser leur père. Ils sont mieux placés pour dire ce qu'ils ont vécu. Ils sont mieux placés pour expliquer aux jeunes du Bénin, dans différents hameaux, voilà, quand vous tentez telle aventure, voilà ce que vous pouvez vivre. J'ai vu mon collègue tomber à l'eau, nous n'avons pas pu le secourir. Ils peuvent raconter l'histoire avec toute l'émotion qu'il faut pour pouvoir déconstruire ce mental qui vise à coûte que coûte prendre la mer, quels que soient les risques, et dire qu'on veut aller vers petit échantillon que vous avez là en face de vous, 173 qui sont revenus. Mais quand vous parlez à 173 là, pendant que vous leur parlez, vous leur dites il ne faut pas voyager. Il y a 173 fois 1000 fois 2000 qui ne vous entendent pas, qui ne sont pas en contact avec vous, qui sont en train de programmer leur départ
on a l'impression que c'est un travail vraiment d'Hercule et d'éternel recommencement à la limite. Est-ce que véritablement on pourra, ma foi, mettre fin à ce phénomène juste en donnant comme exemple ou en mettant comme exemple 1673, oui. Franck, oui. Il se tourne plutôt vers moi. C'est moi qui devrais avoir. Bon, je me mets à réclamer. Non, moi je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il faut le faire, recommencer, il faut toujours le faire. Et Ulrich a donné la bonne formule, c'est d'utiliser ces jeunes-là. L'État peut les récupérer, les mettre peut-être en, je ne sais quoi, en association, et les utiliser pour sensibiliser leurs frères. J'ai lu, William m'a envoyé un article tout à l'heure où l'un des candidats à cette aventure-là a témoigné, il a dit qu'il a vécu des moments très difficiles lors de ce voyage-là. Et lui, par chance, je crois qu'il y a l'organisation, l'OIM, qui veut l'aider maintenant à prospérer, à faire prospérer un peu son commerce, parce que c'est le commerce qu'il faisait avant de se proposer à aller en immigration. Donc, je pense que, vous voyez, c'est une opportunité qui est venue là. S'il n'avait pas pris peut-être ce risque, il n'aurait pas eu cette opportunité. Donc, quand les gens analysent un peu ça, ils disent, mais moi-même, je peux tenter. Demain, si on voit ce jeune-là de Djougou ou de Parakou, je ne sais d'où, de Cotonou, qui, grâce à l'aide de l'OIM, installe son commerce, on va dire, voilà, c'est parce qu'il a essayé de se jeter à l'eau, il a essayé d'aller en aventure, qu'il a eu cette opportunité. Donc, dans l'un ou l'autre cas, lorsque vous mettez tous ces éléments ensemble, il y a l'envie de tenter quelque chose. Mais je pense qu'il faut toujours domicilier l'esprit de ces jeunes-là. Il faut les ramener au BK. Oui, il faut domicilier l'esprit. Il faut faire tourner autour de l'arbre du retour, du non-retour de Ouida ou en fait, l'État ne peut pas imposer à un citoyen de rester au pays ou de voyager. Non. C'est un choix dont le citoyen dispose. Et vous savez, mais le choix de rester dans des normes, justement, les tests, en fait, etc. Non, même si l'État béninois ne... Comme dirait quelqu'un, normalement c'est 173 qui étaient venus, puisqu'ils ont violé les tests et qu'ils ont pris, ma foi, des contournements qui ne sont pas autorisés. Normalement, ils devraient atterrir dans un commissariat bien organisé, où des cafés leur seraient suffisamment servis, et ça pourrait aider des gens à comprendre que quand on ne respecte pas les tests avec des chambres climées, n'est-ce pas, de bons cafés, ça aurait donné le bon exemple aussi. Non, mais votre caricature et votre ironie n'arrangent pas le traumatisme de ceux qui sont revenus. Il paraît qu'il faut guérir le mal par le mal, donc s'ils sont traumatisés, il faut les traumatiser davantage pour les dissuader. Les gens ne seront pas d'accord avec vous. Mais vous savez, en fait, pour moi, tous les 173 ne sont pas volontairement venus pour autant. C'est-à-dire, ce n'est pas volontiers que les gens, tous, ils sont revenus. Ils étaient en Tunisie, un territoire que nous connaissons en matière de xénophobie. Et depuis que Kais Saied est là, on connaît la politique. Racisme un racisme carrément vis-à-vis des Noirs. Depuis que Kais Saied est là, on sait la politique qu'il mène contre la race noire. Et on a eu les divers événements récents par rapport aux étudiants noirs, aux commerçants noirs, aux immigrés aussi. Donc, vous savez, ils sont très informés. Là-dessus, ne vous trompez pas. Et pour ça, certains peuvent faire un repli tactique. Revenir au pays, le temps de travailler, à repartir, soit par voie clandestine ou non. Ils ont peut-être violé, et ils n'ont peut-être pas violé les règles du Bénin en partant, mais ils ont essayé de violer les règles ou les lois d'autres États en prenant, les pays de transit aussi en prenant par des voies clandestines. En fait, moi je me dis qu'il faut un juste milieu, un savant dosage. Trop d'attention à leur égard pourrait faire croire à d'autres que désormais pour avoir un peu d'attention, il faut prendre le risque de la Méditerranée. Voilà, et un délaissement aussi pourrait donner lieu à des dépressions. Ils seront debout, mais nous allons les perdre, malgré leur intelligence, malgré la force physique qu'ils ont, ou les légères compétences qu'ils ont pour le moment à mettre au service
service du Bénin. Moi, je pense que l'État ne peut que faire ce qu'il peut. Vous savez, actuellement, l'Union européenne est aux côtés de l'OIM beaucoup plus pour l'opération en cours. Hein. Ce n'est pas comme si c'est l'État béninois qui prenait le devant. L'État a d'autres chats à fouetter et qu'il fouettait déjà. Justement, ce sont ces chats qui ont empêché l'État de leur donner de l'attention avant que... de les obliger à faire l'immigration clandestine. Voilà. L'État n'a pas pour autant. Il est 8h43. Il faut que je mette fin à cette émission. Oui. En fait, il faut dire une chose. Hein. Le Bénin n'a pas vu ça venir. Très souvent, quand il y a ce genre de situation, on dénombre très peu de Béninois. Ce qui fait qu'entre-temps, il n'y avait pas du tout de sensibilisation. Pourtant, il y a pas. beaucoup de jeunes qui partent. Hein. Oui, beaucoup de jeunes partent, mais de façon légale. Non, hein, de façon légale. Clandestinement, dans une ville, vous savez, c'est beaucoup. Vous savez, la ville, le pays champion, où l'on rencontre souvent ça, c'est le Maroc. Le pays champion. Et ce n'est pas, on ne dénombre pas souvent les Béninois dans ces cas-là. Les Béninois aiment souvent faire les formalités de façon légale. Et pendant longtemps, les autorités béninoises se sont dit, nous, nos compatriotes, ils sont assez sérieux, ils ne vont pas se lancer dans ces aventures. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation. Donc, on n'a pas vu le mal venir. Aujourd'hui, que le mal est venu, je pense qu'il faut multiplier les sensibilisations dans presque tous les hameaux, de sorte à ce que les jeunes soient beaucoup plus au fait de la situation. Et les exemples que nous avons aujourd'hui, ceux-là qui sont revenus avec leur traumatisme, avec la situation qu'ils ont vécue, ils peuvent raconter un peu l'aventure. Parce que c'est trop facile de rester de rester à distance et de dire, oui, on va traverser la Méditerranée, on va échouer là-bas. Avec un peu de chance, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, vous allez descendre. Mais au finish, personne ne sait. Ce sont des étapes. Là où il y a les ouragans, là où vous vivez les problèmes les plus sérieux, c'est pendant l'embarcation. Donc il faut que celui qui a vécu le drame de l'embarcation puisse vraiment relater avec l'émotion qu'il faut pour aider ces jeunes à comprendre que c'est vrai qu'il faut prendre des risques, mais il faut toujours prendre des risques mesurés. Il faut être, peut-être, il faut se lancer dans des choses, mais il ne faut pas être un casse-cou. Être casse-cou, c'est autre chose. Parce que c'est le casse-cou. On va finir. Parce que les jeunes ont décidé de s'émigrer maintenant, vous trouvez tous les mots. Oui, je pense que c'est le phénomène. On peut s'émigrer, mais pas casse-cou. Surtout pas ça. On ne doit pas, comme on dit, manquer d'initiatives. On ne doit pas être fatigué de mener des initiatives à l'endroit des jeunes, notamment dans ces milieux, localités qui sont désignés comme étant les endroits où les jeunes décident le plus d'être candidats au départ. Il faut aller aussi dans ces milieux-là, jouer un rôle sur le terrain. Un code dans une localité où ils vont prendre la route, ils disent je vais sortir. On a réalisé un élément on a réalisé un élément Bon, Tanguy sortait. On a réalisé non mais ça va, le plateau d'Arthur Maté, ça va. Je crois que Jean Boulou à Canal, ça va. Oui, ça va là. Il faut toujours tenter. Tu n'as pas besoin de sortir. Il faut toujours tenter. Allez les gars, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous avez juste derrière moi ce que je ne comprends pas. Et puis la revue de presse. Bonne journée.